Il y a peut-être une question philosophique par excellence, c'est la question du sens de la vie. Quel est le sens de la vie? Quand je lis la question quel est le sens de la vie, je vois deux possibilités d'interprétation. Deux possibilités d'interprétation en fonction des deux connotations du mot sens. Le mot sens, ça veut d'abord dire l'idée qu'il y a un chemin, une direction que prendrait la vie. Et d'un autre côté, la question du sens renvoie également à la question de la signification, de ce que ça implique, de ce que ça peut tout simplement vouloir dire. Alors le sens de la vie, il faut bien qu'on s'entende sur ce que c'est que la vie. Alors la vie, il y a une définition assez précise qui est la suivante, c'est un état d'organisation et d'activité caractéristique de certains organismes. Et dans cette activité, ces organismes font généralement certaines activités caractéristiques justement de la vie. Ces activités, ça peut être la reproduction, la croissance, la réponse à des stimuli, l'homéostasie et l'évolution. Donc les êtres humains, on est capable de se reproduire, de créer des enfants, on grandit, on répond à des stimuli, ça veut dire que l'environnement nous influence. L'homéostasie, ça veut dire que on va chercher un état d'équilibre interne. Par exemple, le taux de sucre dans le sang, il est toujours stable. Il cherche toujours à être à peu près à la même quantité. Pareil pour les battements de cœur, on cherche à avoir un certain nombre de battements de cœur plus ou moins grands. Si dès que vous allez en dessous, votre cœur va essayer de repomper un peu, et dès que vous allez trop en dessous, votre cœur va essayer de rabaisser tout doucement le nombre de battements. Et l'évolution, eh bien, les êtres humains évoluent et changent et grandissent. Donc quel est le sens de la vie? Donc ça va être soit de trouver la signification de ce processus vital, ce que ça implique vraiment, ou bien soit de trouver la direction, le sens, l'orientation de cette vie. Donc on a d'un côté la question de la signification, c'est-à-dire est-ce que ce phénomène de la vie veut dire quelque chose? Est-ce que ce phénomène de la vie a une explication, une origine? Par exemple, une hypothèse sur la signification de la vie, ce serait que la vie s'est faite pour se battre avec le monde, avec soi-même, mais c'est nécessaire que dans la vie, on ait besoin de se battre à un moment ou à un autre. Pour avoir de la nourriture, pour avoir de l'oxygène, pour n'importe quoi, on ait besoin de se battre. Donc la vie, ça pourrait être, par exemple, la question de la signification, le sens de la vie, ça pourrait être le fait de se battre. Enfin, le deuxième sens de la question, ce serait la question de la direction. Est-ce que la vie, ça suppose une orientation, une direction? Au sens où la vie, ce serait un chemin à parcourir, et il faudrait parcourir le chemin dans une certaine direction. Ou bien qu'il y aurait une direction qui sera peut-être meilleure qu'une autre. Et cette direction, ce serait le sens de la vie. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se demande, ok, eh bien, comment j'oriente ma vie? Si je dois aller dans ce chemin, est-ce que je dois aller dans ce chemin-là? Est-ce que je dois aller dans cet autre chemin? Comment je traverse ce chemin? Et enfin, si jamais il y a un chemin de la vie, s'il y a un sens, s'il y a une orientation, on veut savoir quel balisage on peut faire. Parce que si la vie est un chemin, le principe d'un chemin, c'est que c'est une distance à parcourir. On doit aller d'un point A à un point B. Et la vie, ça pourrait être tout simplement le fait d'aller du point A au point B. Le point A, c'est la naissance, et le point B, c'est la mort. Et tous les humains passent par les deux étapes de ce chemin. Et ce serait ça le sens, l'orientation de la vie. Et ça serait tout simplement le fait de naître et de mourir. Bien sûr, la question se pose de savoir s'il existe avant le point A quelque chose. Par exemple, avec la théorie du karma, on a vécu des vies antérieures, donc il y aurait d'autres vies avant la vie. Et bien sûr, la question se pose aussi de savoir est-ce qu'il y a quelque chose après le point B. Peut-être une âme, peut-être un autre monde, peut-être une autre vie, c'est possible. Je laisse de côté ces deux questions. Ce qui m'intéresse, ça va être le sens de la vie que tout le monde peut sentir, que tout le monde peut faire l'expérience et que des générations d'individus feront l'expérience. Et c'est de cette vie-là que je veux parler en priorité. Donc maintenant, la vraie question du sens de la vie, c'est ce qu'on attend, c'est de savoir déterminer ce qu'on doit faire, ce qu'on doit penser, ce qu'on doit réaliser, ce qu'on doit accomplir pendant qu'on fait ce chemin de A à B. Maintenant, l'interrogation est un tout petit peu plus large que ça, et l'expression sens de la vie désigne en réalité 4 aspects bien particuliers. Un aspect sur l'origine, un aspect sur la nature, un aspect sur la finalité de la vie et sur l'existence humaine en général. Ce sont les interrogations à la base de la métaphysique, donc de la philosophie. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Et pourquoi sommes-nous ici-bas?
Les 4 aspects, les voilà. D'un point de vue technique, on a le premier aspect qui est l'aspect téléologique. Téléologique, ça veut dire où va la vie. Cette direction, ce chemin, eh bien, où va-t-il? Où est-ce qu'il doit nous mener? La dimension sémiologique, que signifie la vie? La dimension axiologique, que vaut la vie? C'est la question des valeurs. Et la dimension ontologique, d'où vient la vie? Quelle est son origine? Quelle est sa nature? Donc on a tout un tas de questions quand on se pose la question du sens de la vie. Je récapitule. Les 4 aspects. Où va la vie? Aspect téléologique. Que signifie la vie? Aspect sémiologique. Que vaut la vie? Aspect axiologique. Et d'où vient la vie? Aspect ontologique. La thèse que je voudrais défendre dans ce podcast, c'est que on peut répondre à 3 des questions du sens de la vie grâce au concept de valeur. Et que à partir du moment où on suit sa valeur, eh bien on donne un sens à sa vie et un sens qui est satisfaisant, un sens qui nous rend fondamentalement heureux. Ou bien au moins un sens qui nous rendra heureux dans le futur, quand on regardera ce qu'on a accompli. Je ne réponds pas à la question de l'ontologie, d'où vient la vie. Je ne réponds pas à la question parce que d'où vient la vie, eh bien je pense que ça c'est plutôt une question pour les scientifiques ou les religieux. Par contre, je pense que la philosophie peut répondre à la question qu'est-ce que vaut la vie? C'est quoi sa valeur? Qu'est-ce qu'elle signifie la vie? Quel est le sens qu'on veut donner à sa vie? Et où va la vie? Où est-ce qu'on veut l'amener? Quels sont nos objectifs? Quelles sont la direction qu'on veut donner à la vie? Et comment on donne cette direction? Et ça, je pense que ces 3 aspects, ces 3 questions, eh bien on peut y répondre en ayant et en choisissant ses propres valeurs. Alors c'est quoi une valeur? Une valeur, c'est une croyance ou un principe enraciné qui guide notre comportement, nos choix et nos jugements. Un peu comme quand on avance sur un chemin, eh bien grâce aux valeurs, on va savoir où aller, quand il faut y aller ou quand ne pas y aller. Et les valeurs, ce sont des convictions fondamentales, des croyances qu'on a en nous et qui nous font avancer. Et ce sont des croyances qui vont nous donner un sens de notre vie parce que ce sont des croyances sur ce qui est important, sur ce qui est souhaitable, sur ce qui est significatif dans la vie. En fait, la question des valeurs, la valeur, c'est tout simplement le sens que nous on donne à la vie. C'est ça la valeur. Parce que quand on a une valeur, eh bien automatiquement on va avoir une certaine organisation, un certain comportement et une certaine attitude par rapport à la vie. En réalité, si on connaît nos valeurs, si on sait quelles sont nos valeurs, eh bien, on va pouvoir répondre à toutes les questions, aux 3 questions du sens de la vie. Je vais expliquer pourquoi. D'abord, la clarté du but. Les valeurs peuvent fournir un objectif clair dans nos vies. Elles nous aident à définir ce que nous cherchons à réaliser et à contribuer. Et ça va répondre à la question de la téléologie. Où va-t-on? Car on va se donner une direction à suivre. Imaginons que ma valeur c'est la connaissance, et bien je sais que dans ma vie, je vais aller vers plus de connaissances. Une réflexion sur la signification. Deuxièmement, eh bien, avec l'identification et l'exploration de nos valeurs, eh bien, on va se concentrer sur ce qui compte pour nous, sur ce que la vie implique réellement, sur ce qu'on pense que c'est que la vie. Donc, en s'interrogeant sur nos valeurs, eh bien, on va pouvoir donner un sens à la vie, on va pouvoir lui donner une signification. Par exemple, si je reprends la valeur de la connaissance, eh bien, grâce à la valeur de la connaissance, je vais essayer dans ma vie de chercher ce que c'est que la vie. Je vais essayer dans mon comportement de chercher ce que ça signifie et de toujours aller de plus en plus loin dans cette recherche de sens de la vie. Troisièmement, on peut avoir une contribution positive. Vivre selon nos valeurs peut nous aider à répondre à la question axiologique. Que vaut la vie? Si je dis que ma valeur, c'est la connaissance, eh bien à partir du moment où je prends le temps de me former, je prends le temps d'apprendre, je prends le temps de m'éduquer, je vais contribuer positivement à mon but, qui est d'avoir plus de connaissances. À 2, je vais trouver plus de signification à la vie. Et donc 3, forcément, je vais apporter une contribution. Je vais dire que la vie vaut quelque chose, puisque je vais pouvoir avoir une expérience, celle de la connaissance, qui pour moi est riche de sens. Et donc forcément, je vais lui donner de l'importance. Et donc je vais avoir un impact positif sur moi-même et sur les autres. Un peu comme quand quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, eh bien, il peut ensuite parcourir le monde avec ses connaissances, eh bien, ça va lui donner plus de valeur. Un cas tout simple, si par exemple vous voyagez et puis vous savez que tel ou tel monument que vous reconnaissez, vous avez appris des choses par rapport à tel ou tel monument dans vos cours d'histoire, bien quand vous allez retrouver ces monuments dans la vie réelle, ça va vous donner une source de joie parce que vous allez avoir une reconnaissance et vous savez que le travail accompli parallèlement
de fait de se documenter, de faire des recherches, eh bien ça vous aura aidé le jour où vous allez rencontrer ce monument à apprécier plus ce monument. Maintenant qu'on sait que c'est grâce aux valeurs qu'on va pouvoir donner un sens à la vie, la difficulté c'est de trouver ces valeurs. Et trouver ces valeurs, c'est une tâche extrêmement compliquée parce qu'en fait c'est la tâche ultime puisque c'est la tâche de donner un sens à son existence. Donc donner une réponse à ce qu'on fait sur Terre. Répondre à ces questions qui sont extrêmement compliquées, complexes, qui peuvent toujours être reposées, toujours être réinterrogées. Et c'est extrêmement compliqué de trouver sa valeur, de trouver les valeurs qui nous animent parce que les questions du sens de la vie sont toujours ouvertes. Elles ne sont jamais déterminées, elles ne sont jamais arrêtées. Elles sont ouvertes. Et les questions se reposent sans cesse. Par exemple, ça peut être bien d'avoir comme valeur la connaissance, mais si je dois être dans l'action, si je dois courir un marathon, bien je peux avoir plein de connaissances que je veux, si je n'ai pas les jambes pour me faire avancer, si je n'ai pas l'action, si je n'ai pas la chaleur humaine, si je n'ai pas l'élan, bien ma valeur de connaissance aura peu d'intérêt et donc je passerai à côté de cette étape de ma vie. Donc je dois aller au-delà de la valeur de la connaissance. Donc je dois être capable de remettre en cause certaines valeurs ou bien à quel moment je dois les mettre en place. De plus, la valeur reste toujours individuelle. On peut toujours partager des valeurs, mais chaque individu a ses valeurs. Donc il faut les trouver par soi-même. Donc c'est ça qui rend la question de la valeur extrêmement compliquée. La question est toujours ouverte. Et deuxièmement, il faut qu'on fasse ce chemin de façon individuelle. Personne ne pourra nous donner notre valeur. Parce que par exemple pour moi, la connaissance ça peut être une valeur, mais peut-être que pour toi, c'est pas du tout le cas. Parce que pour toi, la valeur, c'est pas la connaissance, c'est l'action. Peut-être que pour toi, la valeur, c'est pas la connaissance, mais c'est plus le fait de transmettre la connaissance. L'éducation, qui peut être une valeur supérieure à la connaissance. Ce sont là les questions qui sondent la Bible de notre liberté. Et exercer sa liberté, c'est le sens même de l'existence, parce que c'est le sens même de vivre dans son univers. Être, exister, vivre, c'est donner une réponse à cette question, et cette question ne peut être répondue que par un individu, donc que par une forme de liberté. Alors heureusement, même si les valeurs sont individuelles, même si on doit les trouver par nous-mêmes, et même si les questions sont toujours ouvertes, l'humain a déjà, par le passé, donné des réponses au sens de la vie. Et il y a, à ma connaissance, 5 grandes catégories de réponses à la question du sens de la vie. Quel est le sens de la vie? Pourquoi est-ce qu'on est là? Ça sert à quoi? On est là pour faire quoi? Et qu'est-ce qu'on doit mettre en priorité? La première catégorie, c'est le démonisme. Alors le démonisme, c'est quoi? C'est la thèse selon laquelle la vie est faite pour qu'on puisse éprouver toujours plus de bonheur, un maximum de bonheur. C'est le démonisme. Et le bonheur, c'est peut-être ce pourquoi on vit tous. C'est ce moment de plaisir qu'on éprouve, qu'on peut éprouver au plus profond de notre âme. Ça peut passer par plusieurs choses, ça peut passer par le plaisir, ça peut aussi passer par le déplaisir, ça peut passer par la joie, ça peut passer par la prière. Mais on sait que d'une manière ou d'une autre, la vie doit mener vers cet état. Et dans le chemin de la vie, le but, c'est peut-être d'atteindre ce bonheur. Et donc, il faut faire en sorte d'atteindre ce bonheur, de tout donner pour avoir accès à cette expérience où on est en plénitude, où on est heureux avec nous-mêmes et avec les autres. Voilà la première catégorie de réponse. La deuxième catégorie de réponse, c'est une réponse religieuse. C'est la réponse de la téléologie. Le sens de la vie, n'est pas lié d'abord au bonheur qu'on peut avoir, mais c'est d'abord lié à la relation de l'individu avec une divinité ou à l'accomplissement d'une mission divine. Ça implique de suivre les commandements de Dieu, de travailler à la réalisation d'un plan divin pour l'humanité. Donc le sens de la vie, c'est suivre le sens de Dieu. C'est, on va dire, la catégorie de la spiritualité. On va pas se soucier forcément du bonheur, mais on va se soucier de savoir que on est là pour servir quelqu'un, on est là pour se connecter à une personne, à une entité qui est supérieure, qui est plus forte que nous. Beaucoup de gens, les religieux en particulier, les spirituels, eh bien, suivent très souvent cette voie. Il y a une troisième réponse au sens de la vie, eh bien, c'est tout simplement de dire que la vie est un non-sens. Précisément, il n'y a pas de sens, il n'y a rien, il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas de chemin, la vie est un chaos. Il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas de chemin, la vie est un chaos. La vie est un chaos, et donc en ce sens, il n'y a pas de réponse à la question, donc il faut vivre tout simplement en sachant qu'il n'y a pas de réponse à la question. Il n'y a pas de chemin prédéterminé, il n'y a pas de chemin pour le bonheur ou par le bonheur, il n'y a pas de chemin avec Dieu. On doit donc simplement faire, avancer, mais aussi, si on veut, reculer, changer de chemin, détruire sa vie,
Bon, c'est le principe du nihilisme, il n'y a pas de sens et on ne peut pas trouver de réponse à cette question. C'est le principe du nihilisme, c'est-à-dire que par essence, bien même si on veut donner une valeur, un sens à la vie, bien il n'y a pas de valeur ultime, il n'y a pas de valeur transcendante, il n'y a pas de chemin qu'on doit parcourir, ça n'existe pas. Et on ne peut pas le trouver, et même si on cherche à trouver, en fait, on se leurre, on se ment, on se trompe, un peu comme les personnes qui croient au bonheur, bien en fait, ça n'existe pas, personne qui croit en Dieu, ça n'existe pas, bien elles se leurrent, et donc il faut tout simplement accepter le fait qu'on est en face du rien, et de rien du tout. Il y a une quatrième catégorie, c'est l'accomplissement de soi. L'accomplissement de soi, c'est vraiment la pensée humaniste. La pensée humaniste, c'est que le sens de la vie est lié à la réalisation de son plein potentiel en tant qu'être humain. Et en fait, ça va être travailler à la réalisation de ses propres talents, de ses propres aspirations. Ça peut être s'accomplir avec les autres, avec sa famille, avec ses amis, avec son partenaire, avec sa communauté. Ça peut être aussi de s'accomplir en tant qu'individu, avec la recherche de plus de compétences, de plus de potentiel, de plus de comportement, de faire les choses qui nous plaisent en priorité. Et on sait en fait pourquoi je la distingue du bonheur, cette voie, pourquoi c'est pas tout à fait la même voie que le bonheur, parce qu'on sait que la voie de l'accomplissement de soi, c'est pas forcément une voie qui est liée au bonheur, parce que le bonheur, on peut le trouver de différentes manières, et la voie de l'accomplissement de soi suppose très souvent un renoncement, un ascétisme. Pour pouvoir suivre la voie de l'accomplissement de soi, on veut atteindre un objectif, et forcément pour atteindre cet objectif, on va avoir des difficultés en face de nous dans la route, alors que la voie du bonheur, elle peut être beaucoup plus simple, on peut prendre du bonheur à tout ce qu'on fait, alors que dans la voie de l'accomplissement de soi, forcément il y a un moment ou un autre où il y a des choses qui vont pas nous plaire, qui vont apparaître sur le chemin et qu'on va devoir traverser. Enfin, il y a la cinquième et dernière catégorie, c'est que le but de la vie, c'est d'abord de vivre en harmonie. C'est, on va dire, l'écologisme, c'est vivre en harmonie avec la Terre, vivre en harmonie avec notre environnement. Et à mesure que les défis environnementaux grandissent, il y a de plus en plus de gens qui s'engagent à protéger, à préserver la planète. On se sent heureux quand on respecte l'environnement, quand on réduit sa consommation, quand on choisit un mode de transport intelligent, quand on utilise des produits écologiques, quand on sensibilise sa communauté, sa société à vivre ailleurs, à vivre autrement. Et donc, ils savent que la connexion avec leur environnement est le plus important et avec leur environnement immédiat. Et donc, ils essaient tout simplement de vivre en connexion avec cet environnement immédiat et c'est ça la priorité de leur vie. Donc, si quiconque individu est perdu dans le sens de la vie, c'est qu'il y a toujours 5 possibilités, 5 grandes voies qui ont été tracées dans le sens de la vie. Maintenant, il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que choisir son chemin, eh bien, c'est toujours difficile parce que un chemin est unique. Chaque individu a son chemin. Cependant, même si chaque individu a son chemin, ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas les mêmes choses. Avant même l'idéologie du désir de sens, avant même de savoir c'est quoi le sens de la vie, en réalité, en tant qu'individu, en tant que vivant, on a ce qu'on appelle des besoins. Et on a des besoins fondamentaux. Et avant même de se poser la question de savoir qu'est-ce qui compte dans notre vie, eh bien, il faut s'assurer qu'on puisse vivre dans les bonnes conditions. Plus que des idéologies, ce sont des besoins fondamentaux qu'on peut satisfaire et qui font que parfois, justement, on trouve un sens à sa vie, qu'on mène une vie enrichissante, épanouissante et stimulante. Qu'est-ce que c'est que ces besoins fondamentaux qu'on a? Alors, il y a une représentation des besoins fondamentaux qui est assez connue, c'est la pyramide de Maslow. Donc la pyramide de Maslow, elle part du principe qu'on a 5 besoins qui sont hiérarchisés. D'abord, les besoins physiologiques. On a besoin de respirer, de manger, de boire, de se reproduire, de dormir et d'éliminer. Ensuite, on a des besoins de sécurité. On doit être dans un environnement stable, prévisible, sans anxiété, sans crise. Ensuite, on a des besoins d'appartenance, affection des autres. Ensuite, on a des besoins d'estime, confiance, respect de soi, reconnaissance, appréciation des autres. Et enfin, on a des besoins d'accomplissement de soi, réaliser ses projets, réaliser ses ambitions, etc. Alors, la pyramide de Maslow, elle est assez connue, mais ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il n'y a pas forcément de lien entre les besoins et il n'y a pas forcément non plus de hiérarchie entre les besoins. Par exemple, il y a des individus qui vont d'abord chercher à accomplir certains projets individuels, par exemple devenir un excellent sportif, avant même de satisfaire certains besoins physiologiques, comme la santé, comme le sommeil, comme l'élimination. Et leur priorité, ce sera justement le sport. Plutôt que de vouloir caractérisé par une hiérarchie, de dire qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre, on peut faire une liste des besoins. Alors la liste que je vous propose, c'est la liste de Manfred Max Neef. Donc il identifie 9 besoins fondamentaux
pour les êtres humains, qui sont tout aussi importants les uns que les autres. Et en réalité, si on accède à ces besoins, eh bien, automatiquement, d'une manière ou d'une autre, le sens de la vie va s'éclaircir. Alors, quels sont ces besoins? D'abord, le besoin de subsistance. On doit avoir accès à de l'eau, à de la nourriture, à un logement, à de la santé et au fait de survivre. Ensuite, un besoin de protection. On doit pouvoir justement être à peu près sûr que les efforts qu'on fait pour avoir accès à l'eau, à la nourriture, eh bien, ils puissent être réalisés et donc on puisse faire en sorte de pouvoir retrouver cet accès à la nourriture et donc vivre dans un environnement sûr contre la violence, les abus, les menaces. Troisièmement, on a besoin d'affection, d'appartenance à une communauté, de soutien émotionnel, d'intimité. Ensuite, on a un besoin de participation, on a besoin de s'engager socialement, de participer à une prise de décision, de coopérer au sein de la société. Ensuite, on a un besoin de loisirs, de utiliser du temps libre, de faire des activités récréatives, de jouer, de s'exprimer créativement, de se divertir, de ne pas faire des choses qui sont utiles ou nécessaires. On a aussi également un besoin de création, d'innovation, d'exploration de nouvelles idées, de réaliser des projets personnels. On a également un besoin d'identité, donc estime de soi, dignité, autonomie, acceptation de soi, être reconnu par les autres. On a un besoin également de liberté, sentir qu'on peut prendre nos décisions sans devoir le demander à quelqu'un d'autre. Prendre des décisions personnelles, être capable de choisir son propre chemin de vie. Et enfin, le besoin fondamental, le besoin de sens, la spiritualité, la transcendance, la connexion à quelque chose de plus grand que soi et la réalisation d'un but profond dans la vie. Donc si en réalité d'une manière ou d'une autre vous concentrez sur ces besoins fondamentaux, automatiquement d'une manière ou d'une autre le sens de la vie va s'éclaircir. Si vous êtes quelqu'un qui vous arrivez à subvenir à vos besoins, si vous arrivez à vous protéger, si vous arrivez à avoir une communauté, du soutien émotionnel, si vous arrivez à participer à la communauté, si vous avez des loisirs, si vous créez quelque chose, si vous êtes dans une quête d'identité où vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, si vous sentez que vous êtes libre et si vous sentez que vous avez donné un sens à votre vie, même si c'est précaire, même si c'est pas fini, même si c'est pas achevé, mais qu'aujourd'hui vous avez un sens, eh bien, il n'y a pas de raison en réalité que vous ne viviez pas bien. Certes, il y aura des hauts et des bas, mais vous avez en fait répondu à la question du sens de la vie. Je fais une toute petite parenthèse pour les 14 besoins fondamentaux de Virginia Henderson. Pour elle, elle a classé autrement les besoins fondamentaux. Je vous donne juste son classement. Le besoin de 1, soif. Donc, plutôt 1, le besoin de respirer. 2, le besoin de boire et manger. 3, le besoin d'éliminer. 4, le besoin de se mouvoir, de se maintenir et d'avoir une bonne posture. 5, le besoin de dormir. 6, le besoin de se vêtir et de se dévêtir. 7, le besoin de maintenir la température du corps dans les limites de la normale. 8, le besoin d'être propre et de protéger ses téguments, donc faire sa toilette. 9, le besoin d'éviter les dangers. 10, le besoin de communiquer. 11, le besoin de pratiquer sa religion. 12, le besoin de s'occuper et de se réaliser. 13, le besoin de recréer, se divertir. Et 14, le besoin d'apprendre. Donc choisir ces valeurs, ça suppose de prendre en considération ces besoins fondamentaux. Et en choisissant ces besoins fondamentaux, on va créer et en fait trouver ses propres valeurs. Maintenant, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ces valeurs fondamentales, transcendantes. Comme la valeur, c'est ce qui permet de choisir. Et c'est ce qui fait qu'on va avoir le destin qu'on a. Pourquoi ne pas clairement établir les valeurs? Et ce que je voulais souligner ici, c'est qu'il existe des valeurs fondamentales, des valeurs transcendantes. Alors, ça ne veut pas dire que si on suit ces valeurs, on va orienter sa vie dans un sens qui sera forcément mieux. Tout est affaire de dosage. On peut suivre une vie avec un chemin parfaitement tracé et être dans une vie de déception. Par exemple, c'est le cas de Bouddha. Bouddha, il a fait tout ce qu'on lui a dit qu'il était bien de faire au départ de sa vie, et il a fait tout ce qu'il pensait qu'il était bien de faire. Et il se rendait compte qu'il n'était pas heureux, et ensuite il allait faire toutes les bêtises possibles, et en faisant toutes les bêtises possibles, il a vécu une vie qui en fait était plus importante, qui était meilleure, qui était plus inspirante, et qui ensuite, il s'en est libéré de ses bêtises, et il n'a jamais été aussi comblé. Et quand il avait fait la vie qu'il avait parfaitement suivie, parfaitement calibrée, bien, il n'était pas heureux. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des valeurs transcendantes, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui vont et qui ont de grandes chances de vous combler, de nous combler. Parce qu'en fait, ce sont des valeurs qui reflètent un peu nos besoins fondamentaux. Et ce sont des valeurs qui sont un peu supérieures, qui sont capables
de traverser les âges, traverser les siècles, et que tout le monde, à un moment ou à un autre, ressent comme des valeurs importantes. Pourquoi ce sont des valeurs importantes? Parce que ce sont des valeurs qui créent souvent l'adhésion et le plaisir. Ce sont des valeurs qui créent l'adhésion et le plaisir au sens où on a le sentiment que ce sont des valeurs importantes quand on entend ces valeurs. Et deuxièmement, on prend plaisir, on sait que ce sont des valeurs qui peuvent nous rendre heureux. Contrairement, par exemple, à d'autres valeurs qui, c'est pas forcément le cas. Par exemple, je prends la question de... Je prends une valeur qui serait... Je prends l'exemple d'une telle valeur qui pourrait ne pas faire consensus si votre valeur, c'est la perfection. Il faut que tout soit parfait tout le temps. C'est pas une valeur qui va créer du consensus, c'est une valeur qui peut être excellente, et qu'on va reconnaître comme excellente, mais qui va pas forcément convenir à tout le monde. Alors que les 3 valeurs que je vais vous donner, elles ce sont forcément des valeurs qui vont convenir à l'un ou l'une d'entre vous à un moment ou à un autre de sa vie. Les voici. La première valeur, c'est le bien. Alors c'est quoi faire le bien? C'est se connecter aux autres, c'est aider son prochain. Donc c'est faire en sorte dans sa vie de créer le plus de connexions avec les gens et de les aider le plus possible. Alors, je vais donner les côtés positifs et les côtés négatifs de cette valeur, si c'est une valeur que vous souhaitez suivre dans votre vie, le bien. Alors c'est super parce que ça peut aider la communauté, aider les autres. Mais le problème avec le bien, c'est que parfois on peut être aussi trop rigide avec ses principes et ne pas accepter ce qui justement n'est pas bien. Et ceux qui suivent des carrières liées à la justice, au droit, les avocats, les juges, mais aussi les policiers, l'armée, ce sont des personnes qui aident les autres, comme aussi les médecins, les bénévoles qui font le bien autour d'eux. Toutes les professions techniques, plombiers, électriciens, mécaniciens, les entrepreneurs, les coachs, toutes ces personnes-là, eh bien, elles visent le bien, elles visent la connexion aux autres, elles visent le fait d'aider son prochain le plus possible. La deuxième valeur qui selon moi est transcendante, c'est la beauté. Alors la beauté c'est quoi? C'est un plaisir lié à la contemplation. Quand vous regardez un coucher de soleil, vous éprouvez un sentiment de plaisir qui est au fond de vous, au fond de vos tripes. Et l'avantage de la beauté, c'est que on va mener une vie qui est dans le but de créer, de contempler la beauté. Elle va nous rendre satisfaits, elle va nous rendre apaisés, elle va nous demander également de l'effort. Et on va essayer de produire une œuvre, c'est très difficile. Parce que par exemple, bien dessiner, pour qu'une œuvre se réalise, ça prend du temps, des ressources, de l'argent, mais à la fin, on peut être content de nous, satisfait d'avoir peint vraiment un beau tableau. Le côté négatif de la beauté, c'est que ça peut nous rendre superficiels, on ne voit qu'elle et on a du mal un peu à accepter les choses laides. Et on peut être privé d'apprécier ce qui est banal et ça peut nous pousser aussi également à préférer l'imagination plutôt que la réalité dans certains cas. Toutes les personnes qui sont des artisans d'une certaine manière sont aussi des artistes. Tous les artistes bien entendu qui font des belles œuvres sont justement des personnes qui mettent en avant la beauté dans leur vie, qui vivent selon cette valeur. Les sportifs également, les gymnastes qui font de belles figures, les entraîneurs qui jouent avec l'ambition de faire du beau jeu, les boulangers, les pâtissiers, les forgerons, les charpentiers. Enfin, la dernière valeur transcendante, pour moi, c'est la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est l'accord entre nos pensées et les événements. Et quand on trouve la vérité, quand on est d'accord entre le fait que ce qu'on dit, sa théorie, et qu'on voit le réel qui correspond à notre théorie, eh bien, c'est une source de satisfaction, c'est une source d'apaisement. On a l'esprit tranquille et on peut aussi ouvrir les yeux, voir autrement le monde en trouvant la vérité. Le problème de la vérité, c'est que quand on la cherche trop, eh bien, on peut se voiler les yeux. La vérité éclaire et on ne voit plus qu'elle. Mais les êtres humains ne possèdent souvent qu'une partie de la vérité, ce qui peut nous aveugler et faire qu'on peut voir seulement une partie de la réalité, un peu comme un mathématicien qui verrait uniquement les concepts mathématiques et qui pourrait ne pas apprécier certains événements du monde, des parties de jeu, des plaisirs charnels. Toute cette gamme d'émotions, par exemple, eh bien, il passerait à côté parce qu'il se concentrerait trop sur le fait de trouver la vérité. Bien entendu, les gens qui font la science veulent trouver la vérité, les enseignants, les scientifiques. Il y a certaines carrières qui permettent de suivre les 3 à la fois et je donne des métiers qui sont parmi les plus respectés dans la société. Et pourquoi est-ce qu'ils sont très souvent respectés dans la société? C'est parce qu'ils incarnent 3 idéaux à la fois. Ils incarnent généralement ce besoin de vérité, ce besoin de beauté et ce besoin de faire le bien. D'abord l'artiste. L'artiste, eh bien, c'est l'expression même de la vérité. Généralement, souvent, les artistes cherchent à représenter la vérité ou leur vision du monde à travers l'art. Ils vont capturer des émotions, des expériences, des idées authentiques et vont refléter leur vérité intérieure dans la société dans laquelle ils vivent. Et en cherchant à exprimer leur vérité, eh bien, ça crée une connexion avec les individus. Bien sûr, les artistes créent du beau. La quête de la beauté, c'est peut-être une des grandes aspirations de nombreux artistes, créer des œuvres agréables, inspirantes, émouvantes. Et de nombreux artistes, en
transmettant des vérités, en transmettant de la beauté, cherchent des engagements. Et ils essaient de faire le bien puisqu'ils vont promouvoir des idées, des combats pour la vérité, pour la justice, pour l'égalité, pour la compassion, pour la durabilité. Homère, peut-être un des plus grands artistes de tous les temps, il a écrit de belles histoires et ça nous aide à nous imaginer, à créer nos valeurs. Et quand on lit Homère, eh bien, on a envie de devenir un héros, on a envie d'accomplir sa vie, on a envie de devenir plus grand, plus fort et de profiter au maximum, de vaincre, de se battre dans des guerres, d'aller au-delà des défis, des limites qu'on nous impose. Et Homère a exprimé une certaine vérité, recherché une beauté et a changé peut-être notre perception de la société. La deuxième figure, c'est celle de l'ingénieur. Un ingénieur n'est pas seulement intéressé par la vérité, il est aussi intéressé par l'art, par l'esthétique. Il cherche à concevoir des structures, des produits, des systèmes efficaces sur le plan fonctionnel, esthétiquement plaisants pour les utilisateurs, un peu comme Apple. Eh bien, quand vous avez un objet Apple, vous avez l'impression que tout est designé, tout est construit, pensé pour l'expérience, que ce soit le plus fluide, le plus facile et aussi le plus beau. Bien sûr, les ingénieurs cherchent la vérité, on essaie de comprendre précisément les lois de la nature et pour pouvoir se les approprier. Et bien sûr, entendu, les ingénieurs ont un impact positif sur la société, ils contribuent au bien-être de la société, de l'environnement et résolvent des problèmes sociaux, économiques, environnementaux qu'on a. Alessandro Volta, c'est un grand physicien et il a inventé la pile voltaïque en 1800, qui est considérée comme une des premières sources d'électricité continue. Et ça a été un grand développement, ça demande une connaissance de la vérité, une recherche de la vérité. C'est un impact positif sur la société puisqu'on a tous pu vivre enfin la nuit. Et enfin, eh bien, c'est hyper beau, la lumière électrique. On appelait la fée électricité, les premières expositions universelles. C'est quelque chose d'extrêmement beau. Voir la ville s'allumer la nuit, quand vous contemplez une belle ville, c'est extrêmement beau. Et enfin, bien entendu, la dernière figure, le dernier métier que je voudrais mettre en avant, c'est le métier de philosophe. Les philosophes, bien entendu, sont motivés par la quête de la vérité et de la connaissance. Ils cherchent à comprendre les questions fondamentales de la vie et de la réalité, et c'est ce qu'on est en train de faire ici, utiliser la raison, la réflexion critique pour trouver la vérité, trouver des théories cohérentes. Chercher aussi également à faire changer le monde avec des idées qui changent la mentalité des individus et aider la communauté. Et enfin, quand on a une idée en philosophie, eh bien c'est quelque chose d'extrêmement beau parce qu'il y a des idées qui détonnent, qui interrogent, qui ont un véritable rapport à la beauté parce qu'une idée, ça s'apprécie. Ça s'apprécie dans la cohérence d'une pensée, dans la cohérence d'un système et on va avoir des idées qui vont englober le réel et ça va être une source de plaisir incroyable pour la personne qui sait apprécier, qui sait voir la beauté de cette idée. Et bien sûr, parmi les grands philosophes, j'en cite un, Karl Marx, qui a essayé de trouver la vérité économique du monde, qui a aidé beaucoup de gens à sortir de leurs conditions sociales de misère, et bien entendu avec des systèmes qui ont été extrêmement beaux, et le mouvement qu'il a fait, le mouvement qu'il a créé autour de lui, ça relève d'une forme de beauté, et la façon dont il écrit, la façon dont il pense, la façon dont il réfléchit sa vie, ça donne énormément de plaisir. Alors tous ces métiers, ce sont des positions sociales, et il ne faut pas confondre les positions sociales avec le sens de la vie. La position fait référence à la place qu'on a, le statut qu'une personne occupe dans un contexte spécifique, qu'il s'agisse du travail, de la société ou d'autres domaines. Mais le sens de la vie, c'est la signification profonde, l'importance personnelle, la valeur qu'on attribue dans cette expérience que l'on a du monde. Enfin, une dernière question, c'est comment est-ce que concrètement on va pouvoir suivre ces idéaux? Comment est-ce que concrètement on veut faire le bien, on veut faire le beau, on veut trouver la vérité? Comment est-ce que ça marche? Eh bien, ça se fait en bâtissant un projet. Bâtir un projet, c'est quoi? Ça suppose deux choses, c'est d'avoir une idée en tête et de réaliser concrètement cette idée. Et bâtir un projet, c'est être dans l'action. Le problème principal de la vie face à cet idéal, c'est qu'il va y avoir des difficultés de suivre ces idéaux. Si je prends l'idée de faire le bien, je veux aider une personne qui s'est faite voler, eh bien ça va être extrêmement difficile. Je vais avoir des bâtons dans les roues parce que le voleur ne va pas me donner son identité. Je vais devoir le chercher, je vais devoir essayer de trouver des indices, des traces. Je vais devoir faire preuve de psychologie avec la personne qui va se plaindre, qui va dire que c'est injuste ce qui lui est arrivé. Et donc, il va falloir agir malgré les circonstances. Il ne va pas falloir se décourager par rapport aux idéaux qu'on a. Il va falloir vivre et tenir le cap. Donc, avoir des valeurs et se tenir à ces valeurs. Pourquoi? Parce que les circonstances de la vie changent toujours. Le chemin de la vie est pavé de difficultés. Si je prends l'exemple d'un marin, pour arriver à bon port, à sa destination, il devra affronter les dangers de la mer. La mer se fiche de donner une trajectoire compliquée ou facile au marin. Il aura une trajectoire, parfois de grandes vagues, parfois un ciel bleu, parfois un bon vent, parfois une mer calme. Mais il va devoir, s'il veut avancer, ne pas
se soucier de ce que la nature lui propose, mais maintenir le cap pour arriver à bon port. Et donc, si je veux aider cette personne dans le besoin et trouver la personne qui lui a volé, eh bien, je vais devoir mettre en place toutes les actions, toutes les possibilités que j'ai. C'est possible que je n'arrive pas à bon port, c'est possible que je ne parvienne pas à atteindre la valeur. C'est le principe de la valeur d'ailleurs, c'est qu'elle ne s'atteint pas. C'est qu'on est toujours dans un chemin, dans une recherche, dans une amélioration perpétuelle de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut atteindre. Et ce qui compte, c'est que à la fin, on est au moins essayé, tenté de suivre cette valeur. Parce que si au moins on essaie de suivre cette valeur, on ne pourra que constater un sentiment en nous, c'est le sentiment de fierté de soi. C'est le sentiment lorsque l'on a accompli quelque chose qu'on pensait important. Et ce sentiment-là, eh bien, ce sera un précieux salut sur la terre au moment de partir, au moment de quitter le chemin de la vie, au moment où la vie nous dira qu'elle ne veut plus de nous dans son chemin. Eh bien, c'est à ce moment-là que, en regardant en arrière, on se dira que ce qu'on a accompli malgré les obstacles, malgré les difficultés, eh bien, on aura mené ce projet à bien. Un peu comme un parent qui, au moment où de fermer les yeux, voit son enfant auprès de lui en se disant qu'il a mené ce projet à bien, son enfant est là, son enfant pourra maintenir son projet, pourra être avec lui et perpétuer ses idées, perpétuer son héritage finalement. Et ce sera un précieux moment parce qu'il sait qu'il aura fait quelque chose de bien pour lui, à savoir aider ses enfants, ou comme un artiste qui, au moment de partir, verra son œuvre lue, relue et entendue, et ce qui lui donnera le sentiment d'accomplissement de lui-même. Ou bien quelqu'un qui a trouvé une théorie qui va aider des générations et des générations à avancer, à développer leur technologie, leur vie. Et c'est ce regard en arrière rétrospectif dans le suivi des actions, suivre ces actions n'étant pas une chose facile, mais en suivant ces actions, en continuant sur le chemin qu'on s'était donné, qu'on s'était fixé, eh bien ça créera une fierté qui sera un précieux salut sur la terre au moment de partir.